all-father of the gods. Summon the shadows of ages past, when the thread-spinning Norns ruled the fates of men. Hear of a princess' vengeance quenched at the fiery gates of hell. A prince destined for Valhalla. Hear me. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Fuck my mice. Yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 14, épisode 35. Cette semaine, émission voyage, travail au champ et épée dans la gueule. Les Vikings sont toujours là, sous les étoiles, file à toute voile. Le fils du vieux chef a des idées de sa petite tête pour les sauver. Des loups, des méchants, des pires dangers, ou en plus de leur propre témérité. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres. Et donc, au programme ce soir, nous allons parler de choses qui n'ont bien rien à voir. Tout d'abord, nous allons parler du nouveau film de Robert Eggers, The Northman, sorti la semaine dernière en France. Et ensuite, nous parlerons d'un coffret paru chez Gaumont il y a quelques semaines, réunissant plusieurs courts-métrages documentaires de Georges Franju au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et pour parler de ce jeu programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest à ma gauche, toujours à ma gauche, il y a carrément Floret. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Thomas, salut à tous. Il y a aussi Justine. Bonsoir Justine. Bonsoir. Et à la voix mais aussi à la mise en son de cette émission ce soir, il y a exceptionnellement le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Et oui, car donc Valentin n'est pas des nôtres ce soir, car il refilme un événement historique d'importance, un événement qui avait failli déclencher une Troisième Guerre mondiale à l'époque où les Allemands voulaient toujours prouver qu'ils étaient les meilleurs méchants du XXe siècle, puisque donc a lieu ce soir au Roison Park à Rennes la reproduction de la fameuse demi-finale de Séville 1982 entre la France et les nazis, où le gardien Schumacher a commis ce qu'on appelle un attentat contre Battiston, n'est-ce pas mon cher Thibault? Oui, tout à fait. Match fantastique qu'on peut retrouver sur les internets. Exactement. Voilà. Un vrai beau match en plus, avec une dramaturgie absolument merveilleuse. Que peut-être le foot et le cinéma sont les seuls arts à nous procurer autant de passion dramatique et émotionnelle. Exactement, nous sommes bien d'accord. Donc avant de passer à la section critique de cette émission, nous allons passer aux agendas. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en plein. Les agendas, donc, alors pas grand-chose, à part que donc démarre ce soir le 75e International Film Festival de Cannes, donc avec le film de Michel Hazanavicius coupé en séance d'ouverture, donc jury qui sera présidé cette année par le fameux Vincent Lindon, lequel a à peu près la moitié de ses copains en compétition officielle d'ailleurs cette année, donc ça promet. Donc, il y a Stéphane Brisé ? Non, il n'y a pas Stéphane Brisé, mais tu sais qu'il a plein de copains, Vincent Ladon, Arnaud Desplechin, tout ça, je crois, donc plein de gens. Donc voilà, ça va durer une petite dizaine de jours, donc c'est-à-dire que potentiellement quand même dans les prochains jours, aux prochaines semaines, nous allons avoir quelques sorties cinéma à nous mettre sous la dent, notamment dans 2 semaines, il y aura le d'ores et déjà fabuleux car il y a Top Gun 2 Maverick, donc qui sort de Joseph Kosinski, dont nous ne manquerons pas de parler dans cette émission quand le film sortira en bon fanzouz de Tom, le seul, l'unique. Et de Joseph Kosinski. Mais ça, le fanzouz, c'est juste pour ma part. Exact. Non, mais c'est un metteur en scène qui effectivement ne démérite pas. Oui. Et donc, en dehors de Cannes, qu'est-ce qui se passe ? Pas grand-chose, du coup, parce que visiblement, l'actualité cinéma est trustée ces derniers jours donc, par le Festival de Cannes, car nous sommes aujourd'hui en plus 24 après JC, donc après Jean Castex. Donc voilà, ça marque une nouvelle borne d'importance dans l'histoire de France. Oh là là, le jeu. Oui. Merci. Mais donc, à propos de Jean Castex, demain sort Don Juan, le nouveau film de Serge Boson avec Tahar Rahim et tout ça. Donc la nouvelle Virginie Efira. Donc voilà, nouvelle comédie probablement pas drôle de Serge Boson, mais qui est un coutumier du fait.
Sinon, il y a un film avec Jean Lanvin et Artus, c'est une nouvelle comédie qui s'appelle J'adore ce que vous faites. On peut déjà dire sans prendre trop de gants et sans prendre trop de risques. C'est de la merde. Il y a quand même des chances que ça soit nul, oui, effectivement, docteur. Je vois que vous êtes un vrai Gérard Lanvin cinéphile. joue son propre rôle, donc déjà ça dit bien qu'on est vraiment déjà au fond du tonneau quand même. Ah oui, bah là c'est. C'est ce qui est censé être le plus glamour du monde au cinéma, c'est Gérard Lanvin, quoi. Bon. Et donc j'en parlais de Arnaud Desplechin qui donc demain propose son nouveau film en sélection officielle à Cannes, et donc il sort aussi demain, ce sera Frères et Sœurs avec Melville Poupeau et Marion Cotillard. La bande-annonce donc ressemble à la plus française des comédies dramatiques dans lequel Melville Poupeau joue, je sais pas, hein, je crois que c'est un mec qui a mieux réussi que sa sœur, voilà, un mec qui a du talent, ça. qui a mieux réussi que sa sœur, qui a du talent. Voilà. Et sa donc sœur en fait, c'est des gens jalouse. donc c'est des gens qui ont du talent. Je peux déjà te dire ce que c'est comme film. C'est des gens qui ont du talent, qui sont riches et qui sont beaux, mais qui sont pas heureux. Et pendant 2 heures, on va essayer de nous expliquer pourquoi ils sont pas heureux, ces gens qui sont beaux, qui sont riches et qui ont du talent. Voilà. Oui, mais parce que tu sais que qu'on soit pauvre ou riche, on a tous les mêmes problèmes, Erwan. On a tous les mêmes problèmes. Mais c'est bizarre. Alors pourquoi le cinéma français passe son temps à montrer que chez les mêmes problèmes chez les bourgeois? Parce que les pauvres sont moches. Ah si, les pauvres, ils ont des problèmes. Non, les pauvres, ils ont des problèmes de chômage. Mais ils n'ont pas des problèmes de j'ai mieux réussi que toi, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Bah oui, mais si. Ah si, il y en a un qui est devenu. Oui, ok, il y en a un qui est intérimaire, l'autre qui voilà. Je vous rappelle que vous savez que parfois les pauvres sont assez mesquins dans leur manière d'être. Il y a salaud de pauvres, comme dirait. Dans les années 80, il y a par exemple un couple qui avait réussi à acheter un canapé en cuir et ça a fini par un petit Grégory balancé dans la Vologne. Donc vous savez comment sont ces gens. Mais que ne mettons ces grands moments de l'histoire de France en scène au cinéma, voyons. On en fait des séries télé sur le petit Grégory d'ailleurs, mais qui ne sont pas bien, paraît-il. Non. Voilà. Avec François-Xavier de Maison d'ailleurs, je crois qu'il joue un flic dedans. Je pense. Donc c'est dire à quel point c'est quand même mal barré tout ça. Bref, donc le film de Arnaud Desplechin. Mais c'est probablement génial. Hein, oui, a priori. J'ai aucun doute que c'est génial. Je suis sûr que c'est très beau. C'est sûrement moi qui n'y connais rien. Oui. Et sinon, donc, il y a le nouveau film de Koti Fukada, Fuis-moi, je te suis, alors que le précédent, Suis-moi, je te fuis, je crois, est sorti il y a 2 semaines, un truc comme ça, quoi. Toujours bien actif, quoi. Exactement, oui. C'est un mec un peu la Aung San Suu, lui. C'est-à-dire, c'est le mec qui sort 3 films par an. Et du coup, mais comme ça coûte pas cher, que c'est toujours avec les mêmes acteurs, que c'est pas long à tourner, effectivement, on peut comprendre qu'ils sont un peu productifs. Voilà, mais c'est ça. Mais ils ont bien raison. C'est une économie à la Claude Chabrol finalement. Tu vois, tu fais 2-3 films par an, plus de téléfilms. À la Romer, s'il te plaît. Ah oui, à la Romer. Ah oui, c'est vrai que parce que c'est quand même plus chiant que du Chabrol. Donc du coup, c'est plus du Romer. Ils sont influencés par Romer. Ouais, c'est ça. Ils sont pas influencés par le bon cheval, quoi. Donc voilà, c'est tout, il n'y a que ça. J'ai pas non plus noté d'infos locales, à moins que vous ayez des choses, messieurs, dames, mais je ne crois pas. Cannes trust tellement tout qu'il ne se passe même rien dans les territoires, on peut le dire. Donc, non, faut attendre dans 2 semaines. Qu'est-ce qu'il y a? Cronenberg qui sort. Il y a James Gray peut-être aussi. Je pense qu'il sortira plus tard. Bellocchio, la série de Bellocchio. Ah oui, c'est vrai. Oui, la série de Bellocchio sur les Brigades Rouges. Mais à Rennes notamment, le 10 juin, il y a un événement cinématographique d'importance, Justine. Ah oui, c'est le Festival du film de l'Ouest qui va recenser, promouvoir et valoriser tout le cinéma fait ici ou par des gens d'ici. Donc on se retrouve à la salle de la Cité les 10 et 11 juin pour 2 soirées super avec des concerts. De folie. Du bar. Et comme en plus, je le rappelle, donc le 10 juin, c'est l'anniversaire de la mort du plus grand metteur en scène de l'histoire, enfin metteur en scène allemand de l'histoire, Rainer Werner Fassbinder. Donc voilà, ça sera quand même une soirée de folie. C'est Werner Herzog qui va être jaloux si tu dis ça. On va recevoir des mots. Non, écoute, j'aime beaucoup Werner, mais je crois quand même que j'ai une petite préférence pour Rainer. Tu préfères quand Werner est un 2e prénom? Oui, c'est ça, exactement. Rainer, Werner, ça réunit mes 2 passions allemands. Avec Riefenstahl, bien sûr, mais ça c'est autre chose. Donc voilà, à propos du Riefenstahl d'ailleurs, on va passer tout de suite à la section critique de cette émission pour remonter vers les mythes nordiques qui ont tant influencé le cinéma de propagande allemand notamment. Donc, nous allons peut-être d'ailleurs pouvoir en parler, et donc on va remonter vers les temps immémoriaux mais dont on se rappelle quand même car il y a des gens qui écrivent, donc du côté des hommes du Nord, et on va écouter tout de suite les mots d'un guerrier. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Altakai avec
Warriors World, donc Altakai, groupe du milieu du sud de la Russie à la frontière avec le Kazakhstan, donc des mecs qui font de la musique chelou avec des peaux de bêtes. La musique chelou avec des peaux de bêtes, hein, qu'on peut aussi entendre dans un genre un peu différent. Donc dans le nouveau film de Robert Eggers, The Northman, qui est sorti la semaine dernière en France et qui donc suit The Witch et qui après avait été lui-même suivi par The Lighthouse, un homme qui aime beaucoup donc les films en The, comme on en parlait la semaine dernière, on dirait des groupes de rock des années 60. C'est exactement ce que j'allais dire, ou des années 2000. Oui, des années 2000, c'est ça, c'est un peu le retour. Et donc c'est vrai que Robert Eggers ici, c'est un réalisateur qu'on aime plutôt bien avec ses 2 premiers longs métrages, avec The Witch notamment, qui était un film assez fascinant, et dans The Northman, finalement, comme dans ses 2 précédents longs métrages, il va, dans une attitude bien américaine, essayer de revisiter des mythes européens, ou en tout cas à connotation européenne, on va dire, qui donc là se base sur la légende nordique de Hamlet, qui va lui-même inspirer la fameuse pièce de William Shakespeare, donc bien connue. Donc du coup le plot est assez connu et finalement assez balisé. Donc c'est l'histoire de Hamlet qui est le fils du roi sur une île de merde où il fait froid parce que c'est genre des pays scandinaves. Et donc évidemment un jour ce roi qu'il pense bon et aimant va se faire trucider par son frangin. Il va enlever sa mère, qui est jouée par Nicole Kidman, le roi lui-même étant joué par Ethan Hawke. Et donc lui il va devoir fuir son île et partir en exil, où il va être recueilli par des barbares russes, devenir un gros barbare à grosse barbe et à cheveux longs, en allant décaligner des mecs. Et un jour il s'est dit que comme il avait quand même promis, il avait juré de faire vengeance, de venger son père, de tuer son oncle et de sauver sa mère, il va repartir sous son île, mais juste en se coupant les cheveux et en se faisant passer pour un fermier, là où il va rencontrer du coup une jeune donzelle incarnée par Anya Taylor-Joy, qui va l'aider dans sa quête de vengeresse, qui évidemment ne va pas tout à fait se passer comme prévu, parce que vous savez comment sont les gens du Nord, ils sont taquins. Donc exactement, docteur. Donc nouveau film de Robert Eggers, qui est toujours très sûr de son propre talent et de son génie en tout cas, même si effectivement c'est quelqu'un qui n'est pas dénué de talent, notamment d'un talent visuel, à défaut parfois d'avoir un véritable talent narratif, puisque là donc en l'occurrence il se met un peu dans on va dire un terrain qui est assez balisé, un conte qui a été repris, retravaillé, qui est archi connu justement, sur lequel beaucoup de choses et beaucoup de variations ont déjà été faites, mais lui il a plutôt décidé de revenir, on va dire, aux sources et au matériau original qui a donné la légende. Et au sein de cette source archi connue, il va en profiter pour, je trouve, faire un genre de patchwork de films de barbares et de films de vikings tels qu'on en a vu dans le cinéma depuis plus de 40 ans. Donc il y aura à la fois... Il y aura du Conan le Barbare, il y aura du Valhalla Rising de Nicolas Winding Refn, il y aura des côtés avec le 13e guerrier de McTiernan, il y aura aussi, plus étonnamment d'ailleurs, peut-être avec quelques fautes de goût, le 300 de Zack Snyder, tout ça. Donc il y a un genre de patchwork qui en même temps est mêlé avec une forme qui est assez belle, malgré cette tendance quand même des blockbusters actuels à aimer beaucoup trop le gris dans, on va dire, leur gamme chromatique, ce qui déjà plombait, même si c'était pas le seul problème, le Dune de ce gros naze de Denis Villeneuve. Et donc ce qui donne un peu cette patte de, même si c'est pas une production de cette boîte-là, de 1.24 mais version blockbuster. 1.24 qui est donc la boîte qui a produit ces 2 premiers films et qui pratique ce qu'on appelle le elevated horror, un genre qui ne veut pas dire grand-chose, à part que c'est souvent des films d'horreur qui se la pètent, comme par exemple les films de Ari Aster, donc le réalisateur de Midsommar et de Hérédité, exactement. Et donc ça fait que c'est un film qu'on attendait ici pas mal, parce qu'on est, comme je le disais, assez client du cinéma de Robert Eggers, c'est que c'est un garçon qui a beaucoup de talent, mais qui est peut-être un peu trop sûr justement de son propre talent, même si ça donne parfois de très bons metteurs en scène. Mais là, en l'occurrence, comme c'est quand même un jeune homme relativement, pas novice, mais en tout cas qui n'est pas encore tout à fait peut-être habitué aux matériaux qu'il a entre les mains, je trouve que du coup parfois ça pêche beaucoup, étonnamment en termes de narration, en termes de personnages, et du coup ce qui fait qu'il se prend souvent les pieds dans sa propre forme visuelle. Je trouve que toute l'entame du début sur l'île est vraiment fabuleuse, avec Ethan Hawke qui joue un roi qui est absolument merveilleux. Il y aura William Dafoe qui fait évidemment un mec chelou, un sorcier bizarre qui se met torse nu puis qui raconte n'importe quoi.
bref, Willem Dafoe, quoi, comme on l'aime, et qui donc après va peu à peu se déliter dans tomber finalement dans certains travers du film de Viking, comme on a pu le voir dans certains films récents russes ou même dans la série Viking, où on va tomber dans le film de bro, où c'est des grosses barbaques surmusculeuses qui plus que de se parler, se hurlent dessus pour montrer que c'est genre des gros bonhommes qui ont des grosses biroutes, et ce qui finalement fait retomber un peu le film à plat, alors que Robert Eggers, dans sa manière de travailler, dans la manière dont il mène ses recherches en général pour ses propres films, aurait plutôt tendance à vouloir verser dans l'hyper-réalisme. Donc c'est-à-dire qu'il s'est vachement documenté sur les modes de vie viking, sur les méthodes de construction, même sur les vêtements qui sont portés. Donc il y a à la fois un vrai terreau hyper-réaliste en termes visuels, et qui est mêlé évidemment avec des éléments de la mythologie nordique, donc avec des sorcières, avec le Valhalla, avec une vision des Valkyries, tout ça qui sont assez chouettes, mais qui s'imbriquent du coup assez mal parce qu'il y a beaucoup trop de films en un, et moi j'ai l'impression qu'il ne sait pas vraiment vers quoi il veut se diriger, ce qui du coup moi m'a quand même au bout d'un moment un petit peu gêné. Le film n'est pas désagréable du tout, il fait 2h17 bien tapé, mais je trouve que ça passe étonnamment bien malgré certaines fractures de rythme qui sont parfois, moi je trouve, un peu dérangeantes. Donc ici on est tous à peu près in fully boudiforme, comme on dit sur ce film, mais Thibaut, je sais que tu étais peut-être le plus enthousiaste entre guillemets sur le film de Eggers. Oui, alors mon enthousiasme est somme toute mesuré, parce que c'est un film que j'attendais, parce que Robert Eggers est un cinéaste que j'apprécie. The Witch, moi, m'avait littéralement pas bouleversé, mais j'avais trouvé le film très très impressionnant. Et puis qui était aussi un film comme hyper intelligent sur les choses qu'il voulait raconter sur l'époque même. Et The Lighthouse, je trouvais que The Lighthouse était très intéressant, même si pareil, on recommençait à sentir les défauts qui vont être concrétisés dans The Northman, mais au moins il y avait défauts maniéristes principalement. Par exemple, mais il y a en termes de casting, je trouve qu'il est très intéressant, de direction d'acteur, il est très intéressant, production design sonore, c'est absolument merveilleux. Et dans The Northman, c'est à la fois du coup un film somme, c'est-à-dire qu'il va réunir des problématiques mythologiques avec des problématiques de personnages qui sont liés. Alors moi, c'est la lecture que j'en fais, de l'ordre de la psychopathie, en fait, parce que tous les personnages de Robert Eggers sont complètement fucked up, et je trouve que dans The Northman, voilà, il arrive, alors c'est un film, tu sens l'ambition de la chose, je crois que c'est le budget de $80 millions. Ouais, c'est quand même un film cher. Hein. Il me semble, tu sens que voilà, il a voulu mettre ses tripes dans ce film-là. C'est un film qui est premier degré, littéralement, peut-être même trop littéralement, mais au moins voilà, on sent que avec ce troisième film, seulement ce troisième film, voilà, Robert Eggers voulait non pas faire un bilan de sa propre filmographie, mais voulait un petit peu englober ces deux axes de recherche qui sont donc la mythologie et la psychopathie. Du coup, voilà, film somme, film extrêmement ambitieux, et on se dit pourquoi pas. Or, il me semble, comme tu le dis, le film a énormément de qualité, on pourra y revenir, mais il a aussi énormément de défauts, et je trouve que c'est un film patchwork, comme tu dis, ou un film de l'entre-deux, c'est-à-dire que tu sais jamais où il va se placer. On est à cheval entre des scènes extrêmement impressionnantes en termes de chorégraphie et des acteurs dans l'espace et des mouvements de caméra. L'attaque du village est d'une violence inouïe. J'ai pris un pied monumental à ce niveau-là, où tu as le travelling qui épouse le coup de couteau sur les gorges, merveilleux. Ça, pour le coup, c'est très McTiernan. Hein. Ouais, ah oui. Je trouve Alexander Skarsgård, peut-être que j'écorche un petit peu ce mot, je l'ai trouvé dans la première partie du film, enfin, quand il est avec ses cheveux longs, sa peau de bête, je l'ai trouvé absolument merveilleux. Quel bel homme. Voilà, j'étais conquis. Et en même temps, design sonore aussi monstrueux, et en même temps les velléités mythologiques, autant dans The Witch, voilà, elles n'étaient pas convoquées frontalement, du coup ça laissait une espèce de doute qui fait que le film était hautement réflexif, et que du coup il imprégnait vraiment la tête, l'âme et le cœur et le corps du spectateur. Ici, tout est beaucoup trop littéral, et on est... Alors, pareil, c'est un film que je défends, mais je sais que beaucoup de personnes détestent ce film, mais c'est un film qui, dans son premier degré, son côté littéral, et du coup, dans son côté un poil ridicule, m'a fait penser un petit peu à The Fountain de Darren Aronofsky. Carrément, j'ai carrément pensé à ça, moi. Et du coup, je me dis, voilà, tu veux trop montrer
ce que tu sous-entendais dans tes films précédents, et là tu montres beaucoup trop de choses, qui fait que, le film avance très lentement, même si le rythme est cohérent, on se fait pas chier au cours des 2h17, on se fait pas chier du tout. Mais du coup, le film fait du surplace ou raconte très peu pour pas grand chose. Enfin, veut raconter beaucoup de choses et au final raconte très très peu. Et j'ai trouvé ça dommage. Et puis il y a cette patine, comme tu dis, là, cette espèce de gris limite sortie des Avengers. Enfin, tu vois, c'est un peu bizarre. Ce côté qui en fait un poil prétentieux, mais ce côté un peu... qu'est-ce qu'on avait dit le dernier coup pour un film boursouflé, voilà, qui fait penser à Amphigorique. Qui fait penser un petit peu à The Fountain. Relation des persos qui est pas top. Voilà, les personnages sont pas super bien écrits. Leur physique parle pour eux, heureusement. Ouais, bah, justement, mais voilà, du coup, voilà, patchwork entre deux, on sait pas trop. Sur le casting et puis sur les personnages, parce que tu as à la fois plein de choses intéressantes et plein de choses qui sont hyper problématiques dans la manière dont justement il voit les genres qu'il investit. Justine. Alors moi je vous suis pas tout à fait, j'ai beaucoup apprécié la dimension spectaculaire du film et l'ambition qu'Edgar se donne quoi, voilà, pendant 2h20 d'essayer de déployer tout ça, un environnement mythologique et un propos un peu de revenir aux bases du spectaculaire et du genre un peu. Néanmoins, moi, je trouve que le film souffre beaucoup d'un gros problème, c'est sa misogynie. C'est-à-dire que, à mon sens, la masculinité qui est portée à l'écran, elle est ultra toxique. Et je pense qu'il ne faut pas se cacher derrière les... Elle est très clichetonneuse en plus. Oui, mais parce que, évidemment, quand tu prends les théories scandinaves, en tout cas la mythologie scandinave, comme toutes les mythologies, elle a beaucoup de problèmes avec l'égalité homme-femme. C'est pas un secret de polichinelle. Avec l'égalité de manière générale. Mais je trouve que là, en l'an 2022, et je vais encore faire passer pour ma féminazie, mais je pense que là, il a atteint quelque chose que j'ai pas vu récemment en fait sur les écrans, et il laisse tellement peu de place à ces personnages féminins. Le perso de Olga, donc Anya Taylor-Joy, est un personnage hyper intéressant. Il y a un moment où on a l'impression qu'elle est Valkyrie en fait. On la voit, en fait il a même pas osé mettre son visage, c'est une autre nana qui le met à la place, et tout ça en fait donne au film, je trouve moi, vraiment un côté très rance, où dès le départ j'étais très peu encline à voir la suite du film. Ce qui en plus c'est étonnant, parce que le personnage tel qu'il est amené au début, tu peux dire que justement ça va être un personnage clé, parce qu'elle-même elle est un peu sorcière, elle peut parler à la terre, tout ça, et finalement ça devient juste un perso qui est comme une fonction finalement pour le personnage principal. Complètement. Mais même les persos masculins sont des pions en fait. Et là, vraiment le souci, c'est que j'ai l'impression, quand on est au début, du coup, je sais pas, comme tu l'as dit tout à l'heure, sur une île perdue en Scandinavie, après donc on va en Islande, et ce passage-là en Islande, moi, m'a beaucoup agacée, parce qu'on a plutôt qu'une dynamique de guerre belliqueuse, on a une dynamique de village avec des esclaves, donc qui n'amène pas forcément à la surreprésentation de l'homme surpuissant, ou en tout cas à la monstration de l'homme avec ses gros biscottos et son pouvoir et l'honneur qu'il doit défendre et tout ça. On n'a pas vraiment ces enjeux-là. Et mais surtout, ce qui est étonnant justement, c'est parce que c'est la manière dont Alexander Skarsgård s'est préparé pour le rôle, où les Vikings c'était quand même plutôt des mecs un peu bedonnants, parce qu'il fallait pouvoir résister au froid, alors que lui c'est un énorme Golgoth, comme si finalement il sortait d'un comic book ou bien d'une bande dessinée qui était dessinée par Rob Liefeld, et du coup ça colle pas vraiment avec le restant des personnages. Tu vois, autant quand Milius il fait Conan avec Schwarzy, pour le coup ça colle, parce qu'il veut pas faire un truc réaliste, il fait un truc qui se passe dans un temps immémoriel, et vu que le perso de Conan est lui-même, de par sa nature, plus grand que nature, finalement, le fait que lui soit un énorme Golgoth, ça peut passer, parce que c'est dans un truc de fantaisie. Alors que vu qu'il veut inscrire son perso de Hamlet dans un cadre réaliste, finalement, il est beaucoup trop en décalage par rapport aux autres, et il n'arrive pas à faire quelque chose de cette figure, et du coup, de ce corps aussi qui veut être un corps mythologique. Bien sûr, mais du coup, c'est je pense, le moment où la virilité bascule un peu. Bon, la scène de fin, on la dévoilera pas, mais pour moi, la séquence de fin, en fait, elle est à l'image même du film. C'est-à-dire qu'on s'est vraiment tenu à ces corps d'hommes qu'on ne cesse de montrer, donc à la fois dans le labeur, à la fois dans la bagarre, dans voilà, les relations. Dans l'eau, dans le feu. Bien sûr, parce qu'il faut que ce soit aussi des hommes empreints d'un esprit animal très fort. Mais en fait, à un moment donné, ils arrêtent, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, ils
arrêtent de parler, Ouais, il n'y a plus de ils mots. hurlent. Ils hurlent, ou alors on a des onomatopées bestiales en fait. Des bruits de Et chiens. on n'a même plus de mots, on n'a rien qui nous ramène à l'humain, mais juste au côté viril bestial. Mais ce qui aurait pu être intéressant s'il avait voulu traiter justement du retour à la bestialité comme le fait Bien Mackie sûr. par exemple dans Predator, tout ça, sauf que ça se tient beaucoup plus pour le coup chez McTiernan, ce retour à la nature, un truc bestial, c'est beaucoup mieux amené, alors que là c'est oui, comme on en parlait avant l'émission, ça vient juste un gros concours de brosses qui font putain regarde mes Parce muscles que- quoi. On parce dirait les que la- douchebags sur le mail à Rennes. Mais oui, mais c'est... Oui, alors tu le caricatures un peu, mais la progression du film, elle est quand même ultra laborieuse. Moi, je vous suis pas hein, sur cette question de... On s'emmerde pas pendant 2h20. Si, franchement, on s'emmerde vraiment beaucoup. Parce qu'au bout d'un moment, ça suffit, en fait, de voir toujours hyper frontalement... En fait, c'est des images un peu enfin, en même temps de mythes, oui, je veux dire, ça va de soi, mais qui ont été un peu... rendues de façon hagiographique. C'est-à-dire qu'on a des dieux, on les pose tout seuls, ce sont toujours des hommes hyper baraqués, hyper qui dans tous leurs symboles représentent en fait la force au milieu de paysages grandioses, mais c'est eux face à la nature, man versus wild quoi. Et en fait, cette progression-là, quand même, qui est, je trouve, vraiment pas facile, mais en termes de dramaturgie, je pense qu'il a voulu beaucoup en faire, et c'est peut-être son ambition qui l'a un peu surpassé. Mais du coup, ça amène à une futilité, et vraiment, moi, j'ai eu un goût amer en sortant du film, où je me suis dit... Donc déjà dans la bouche de ces persos, il n'a de cesse, dans ces persos masculins, parce qu'on quasiment eux qu'on voit, du coup donc de cesse de répéter à quel point il faut de l'honneur, il faut vraiment revendiquer amour, travail, patrie, quoi. C'est vraiment quelque chose de l'ordre, il faut y aller, quoi. Et dans les personnages féminins, dans la bouche des personnages féminins, on n'a pas grand-chose, on a très peu d'élévation. Il y Björk, en a principalement son perso, deux. Ouais. Alors, il y a sa mère, donc Nicole Kidman, qui je suis désolée, hein, je veux pas faire de body shaming, mais en fait, elle peut plus bouger, elle a plus Mais d'expression. ça fait des années déjà, Ça fait des surtout, années, hein. Bien surtout sûr. voir sa tête dans des films Mais alors, historiques, très mauvais choix de casting, mais ce qui quoi. à la fois renforce le côté horrible du personnage et en même temps fait un truc presque bizarre, Non, parce que l'Uncanny Valley, quoi. T'as je suis l'impression pas- qu'elle est alors- pas. Moi, j'aurais mis Sigourney Weaver. moi. Sigourney Weaver, mais comme on a vu Frances McDormand dans Oui. le film de Cohen, qui passe très bien, quoi. Je veux dire, là, il y a Dans des son Macbeth, expressions. Et on a besoin, voilà, comme dans quelque chose qui est aussi grand que peut l'être la mythologie scandinave, comme les Shakespeare d'ailleurs. Il y a besoin en fait d'expression, on a besoin de ressentir des choses sur le visage des acteurs et des actrices. Là, la pauvre Nicole Kidman, je suis navrée, mais je ne ressens rien, et même son apparat de sorcière et ses cheveux très longs et son visage un peu livide, je n'y crois pas une seule seconde. Mais passons cela, c'est que le film vraiment nous emmène, on commence au début à vouloir croire à cette histoire de vengeance, mais en fait Hamlet est complètement pris au piège de sa propre vengeance, il n'est nourri que par la haine. Et ce qui fait que le regard des autres sur lui, qui est celui d'un homme vaillant, et je vais le redire et redire, mais d'un homme fort, et à quel point tout est Bonhomme. démultiplié, en fait, je trouve qu'on a une vraie complaisance. Et ça, Puis il n'y a pas rajouté à ce que d'affect. vous avez... du coup. Moi, je trouve aucun affect. Aucun affect. Docteur. Moi, je te suis un peu, hein, parce que moi, c'est pas tellement la misogynie, parce que dans ce genre de film de gros bourrins, je m'attends pas spécialement à des discours féministes. Par contre, à l'inverse, moi, je peux te dire, en tant que mec, c'est vrai qu'au bout d'un moment, cette hyper virilisation pendant 2h17, quand toi, c'est pas ton truc, tu vois, de lever de la fonte, au bout d'un moment, ça devient un peu ridicule. Ces mecs qui parlent qu'avec des cris, qui sont le corps huilé, je veux dire, et au bout d'un moment, ça devient assez homo-érotique, en fait. Hein, moi, je trouve même comme truc. Et alors, du coup, voilà, enfin, c'est un plan, quoi, tu vois. Et en fait, moi, ce qui m'a pas gêné, mais ce qui me pose question, c'est que justement, et ça rejoint l'histoire, ça rejoint la narration et l'intrigue, c'est qu'il y a une espèce de fascination, en fait, d'Eggers pour cette espèce de côté bourrin, quoi. Et qu'une fascination que moi j'ai du mal à comprendre, parce que pendant une partie du film, je me suis dit, c'est un mec justement qui est pris au piège de sa propre violence et de sa propre vengeance, et il va se passer quelque chose qui va faire que même s'il se meurt, même s'il se sacrifie, il va apprendre quelque chose sur lui-même. Or moi j'ai l'impression que c'est un film où ce mec-là n'apprend rien. C'est-à-dire que c'est un film, c'est un bourrin au début. Il veut rien apprendre. C'est un bourrin au milieu, c'est un bourrin à la fin. Je veux dire, pour moi, le film aurait dû se terminer avec lui qui se barrait avec Oui. la gonzesse. Absolument. Ça aurait été une fin surprenante. Pas de payoff, pas de combat final.
il laisse vivre le mec, voilà. Oui, et puis pas tu vois. apprendre qu'en plus la nana, donc qui est voilà encore une fois la sainte blonde, blonde virginale, tout dans ce cas-là, dans cette représentation. Qui voilà, va de la- partir avec les mouflets pour le Et qui tombe visuel. amoureuse, qui n'a et qui pas tombe un, amoureuse en mais deux coups de deux bite. enfants quoi. C'est toujours. Parce qu'elle tombe amoureuse, ça c'est un truc moi qui m'a toujours beaucoup agacé chez les personnages féminins, les personnages féminins qui tombent amoureux en 2 coups de bite. Je suis désolé, mais dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. On tombe pas amoureux en 2 coups de bite, et c'est valable pour les hommes aussi. Tu baisses de travers. C'est valable, c'est valable. Non, mais c'est valable pour les hommes aussi. Pardon. Je veux bien croire au coup. Je suis à peu près. Je suis pas vraiment. Je suis pas un super croyant dans l'histoire de coups de foudre. Moi, je pense que l'affection, il peut y avoir des moments forts, mais je pense que c'est un truc qui se construit. C'est pas un machin qui arrive comme ça. Voilà. Mais ça, c'est une vision des choses. Après, on peut Quel dire. manque de Ah non, mais romantisme. je suis. Moi, je suis pas un très grand romantique là-dessus, quoi. Mais si, quand c'est sur la route de Madison, parce que oui. sur la route de Oui. Madison, il se construit quelque chose, tu vois. Oui, parce que c'est Clint Non. aussi. C'est 3 jours, mais c'est 3 jours où tu crois à ce qui se passe pendant les 3 jours. Alors que là, en fait, puis moi, il y a vraiment un truc sur ce personnage, c'est que c'est un personnage qui est, comment dire, complètement, il y a une espèce de rupture en fait dans son caractérisation psychologique qui moi m'étonne beaucoup. C'est-à-dire que il est censé, le mec normalement vu ce qu'il a connu, le mec il devrait être revenu de tout, ça devrait être un putain de nihiliste normalement quoi. Et en fait, il a Ça des doit être espèces d'accès de fatigant. naïveté en fait. Il a des accès de naïveté. Par exemple, moi je me suis dit par exemple. La fille, elle lui dit au départ, toi, tu réussis parce que tu es capable de briser des gens en deux. Moi, je réussis parce que j'ai mon cul et que c'est comme ça que c'est en retournant le crâne des mecs que j'arrive à. Ce qui en dit long d'ailleurs sur les rapports hommes-femmes dans la société du film. Et moi, je me suis dit, tiens, il va se faire avoir. Moi, je m'attendais à ce que ça soit elle qui le manipule pour trouver un moyen de s'échapper et qu'une fois qu'elle a trouvé le moyen de s'échapper, qu'elle lui dise, va te faire foutre, mon gars, et qu'elle se barre. Sauf qu'en fait, elle tombe raide amoureuse. Enfin, tu vois, et au bout d'un moment, ça devient juste une girl comme les autres finalement et moi je m'attendais à ce qu'elle Et puis tu crois à ce pas qu'elle du ait- à tout ce qu'elle en ait des plus vrais- entre les deux. moi je m'attendais à parce ce qu'il qu'elle n'y ait a pas des vrais d'alchimie. puis moi je m'attendais à ce qu'elle ait des vrais pouvoirs magiques, je m'attendais vraiment à ce qu'il fasse quelque chose de plus avec ce personnage là. Moi c'est ça que je regrette le plus dans ce film là, c'est que je pense que le film est un peu paresseux en termes d'écriture et c'est vraiment dommage parce que je pense qu'avec une écriture un peu plus resserrée, tu vois, ça aurait mieux collé avec le réalisme de l'ensemble. Ça aurait quelque part mieux collé aussi avec tout le côté fantasmatique. Parce que ça aussi, je trouve que c'est une piste qui est peu explorée, c'est-à-dire... Il y a 2-3 scènes Ouais. quand il va récupérer son épée dans une Ouais, scène ouais. qui fait très Conan le barbare Ouais, encore. complètement. La scène Et là, tu retrouves un peu avec The Witch, Björk tu qui retrouves un joue- peu The Witch là, dans ces moments-là. Enfin, qui sont peut-être les meilleures scènes du mais film. pareil, pareil, ça s'arrête un peu au milieu du guet parce que je me suis dit, mais là, tu as un discours sur comment est-ce que la pensée violente de ce mec-là, elle est aussi en fonction d'une religion en fait, et c'est Et d'un imaginaire. ce qui était quand même déjà le centre pour moi de The Witch. The Witch, c'est un film sur le fanatisme religieux, et j'ai l'impression en fait qu'il y a des amorces de thèmes qu'il a déjà exploités, mais on dirait que parce que c'est un gros budget, finalement, faut pas aller trop loin dans le machin, et il faut satisfaire comment dire, le spectateur de mall hollywoodien qui lui veut voir des mecs musclés se taper sur la gueule en IMAX quoi. Et pourtant, c'est d'autant plus dommage que les scènes de baston sont bien. Les scènes de baston sont bien. il y Et a que des- nous-mêmes, pourtant, on il y est a quand des même tas en de scènes général qui- assez clients. Voilà. Genre de Voilà, scène mais de gros visuellement- beefsteaks qui se tapent dessus, c'est quand même Exactement, toujours mais assez en- sympathique. mais quoi. c'est ce que je- On adore Gérard c'est- Butler. c'est- Ouais, mais là, c'est pas. En fait, c'est que ça n'est pas au premier degré assez creux que Mhm. les films d'action qu'on peut bien aimer, où, Ouais. où on y va c'est pour. pas du front. Bah non, c'est. C'est trop conscient et alors que c'est un scénario de série B. C'est pas un scénario c'est pas Hamlet justement. C'est ça, c'est pas Hamlet. Quand tu lis Hamlet de Shakespeare, la complexité psychologique d'Hamlet, elle est totalement absente dans The Northman. Enfin, je veux dire, je suis désolé, mais faut pas. Voilà, moi j'ai trouvé ça intéressant de reprendre Hamlet, d'essayer de revenir à quelque chose de plus cru et tout. Et en fait, il y a plein de trucs que j'ai trouvé super intéressants dans le film. Et j'ai l'impression qu'il en fait pas grand chose en fait. Et moi, c'est ça qui m'emmerde, c'est que finalement, il est un peu esclave d'un genre, le film de Viking, qui est un genre qui finalement n'est pas si facile à manipuler qu'on pourrait le penser. Et c'est pas si facile d'introduire un vrai discours. Faire de la mise en scène avec le film de Viking, c'est fastoche, quelque part, parce que t'as l'Islande, t'as des gros bonhommes, t'as de la baston, enfin tu vois, t'as plein de trucs. T'as des bateaux. Voilà, t'as des bateaux, t'as plein de trucs, voilà. Il n'y a pas assez de bateaux d'ailleurs. Et t'as plein de trucs qui fonctionnent très bien au cinéma. Mais pour moi, il faut que ça tienne au niveau narratif. Ou alors, il faut faire, à mon avis, ce qu'a fait Refn et qui, à mon avis, reste le meilleur film de Viking que moi je pense. En tout cas, un des meilleurs que j'ai pu voir dans l'époque contemporaine, je parle. Qui est justement de rester d'avoir le choix direct d'être extrêmement évasif dans ce que tu vas raconter. Et de ne pas avoir cette prétention de dire D'être plus radical. je vais vous raconter une vraie histoire de Viking. Vous voyez et quelque part, il y a une forme de radicalité chez le Refn que moi je trouve qui fonctionne. Je trouve que le personnage de Mads Mikkelsen fonctionne, à mon avis, vachement mieux d'un point de vue psychologique parce que justement,
t'es beaucoup plus... Le personnage te laisse beaucoup plus libre de l'investir psychologiquement. Alors que là, au bout d'un moment, même si Skarsgård est bon, moi je trouve pas du tout qu'il est mauvais, ni qu'il est désagréable à regarder, mais je trouve que ses accès de naïveté départent tellement avec le personnage que je me suis dit, mais il y a des moments dans le film, je me suis dit, mais en fait, il manque une demi-heure au film. Parce que le moment où il décide, par exemple, de quitter la barque, tu vois, c'est quand même hyper... Et de retourner sur l'île pour aller buter son... Voilà, c'est quand même... il dit, ah, t'es enceinte, donc j'ai une descendance, donc faut que j'aille accomplir ma vengeance. Ouais, c'est un peu... Un peu bonnet, quoi. Ouais, c'est un peu de la corde à trois mains, là, quand même, comme ficelle, là, sérieusement, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est... Non, mais voilà, tu vois, il fallait attendre d'être sur le bateau, quoi, parce qu'il fallait le faire nager pour montrer que c'est un gros bonhomme qui nage et qui... Tu vois, ça pouvait pas être fait sur Terre, cette prise de conscience-là, quoi. Fallait que ça soit dans le bateau, quoi. Parce qu'il fallait que sa petite amie ouais, souffre chouine, d'autant voilà, plus. qu'elle chouine en plus, voilà, fallait qu'elle chouine derrière. Alors qu'on aurait très mieux pu penser le personnage féminin en disant, ouais, ok, t'as une vengeance à accomplir, je comprends, mec. T'es coincé dans ton truc, ok, je comprends. Moi, je t'aime, t'as le choix, tu prends ce choix-là. Bon, par contre, voilà, tu fais, voilà, moi, je vais Ciao, faire ma bonsoir. vie. Exactement, ciao, bonsoir, je vais faire ma vie sans toi, mec, quoi. Tu vois, enfin. Après, il y a un truc également qui fonctionne pas trop. Alors, on savait que Robert Eggers, c'était, tu l'as dit Thomas, et un formaliste très intéressant. Et ici, en fait, il a voulu un petit peu élargir son cadre. Alors, dans The Lighthouse, le format était très carré. Ah oui. Et même dans ses choix de cadre. Le tu sens qu'en 85, là, moi, ça me dérange aussi. Ouais, hein. mais en fait, tu sais pas ce qu'il veut faire de ce format large, parce qu'en fait... Qui est déjà un format bâtard. Hein. Alors, c'est déjà un format bâtard, c'est pas du scope, alors que On l'Islande, veut du forcément... scope ou du format carré. Hein, je suis Soit l'Islande, tu la filmes en scope, foncièrement, mais cette volonté d'aller dans l'âme humaine, ou de ne pas aller, du coup, pour le coup, dans l'âme humaine, il était on va dire, expliqué par ce choix, était corroboré par ce choix du format carré, par des cadrages qui sont très frontaux. Et ici, il continue ces cadrages frontaux avec des surcadrages. Avec des surcadrages, mais du coup, tu as tous les bords du champ, en fait, qui sont totalement inutilisés, totalement peut-être... Sauf dans les scènes d'action. Ils sont C'est un peu plus sous-utilisés, quand même dans les et scènes du coup, d'action. je sais pas trop ce qu'il veut faire avec ce truc-là. C'est pour ça que film de l'entre-deux, voilà. Alors en termes d'écriture, on l'a dit, on sait pas trop où il veut en venir. Et puis en termes formels, on sait pas trop où il veut en venir, parce qu'on est toujours dans sa pure logique formelle, avec des choses, des volontés d'ailleurs qui ne se retrouvent pas. Et puis il y a aussi un côté très opératique, trop opératique, où tu sens que les mouvements de caméra, ils sont beaucoup trop précis. Il y a une conscience de sa mise en scène qui est beaucoup trop consciente. C'est presque wagnérien, en fait. Il y a presque une espèce de côté un peu... tu vois, un peu grande brute blonde et tout ça, il y a presque une espèce de côté, tu sais... Ouais, mais ça en ferait plus si c'était vraiment wagnérien. Oui, voilà. Mais encore une fois, ça reste un peu au milieu du guet, c'est-à-dire qu'il va pas jusqu'au... C'est genre Wagner avant qu'il compose. Voilà, Quoi, il va pas jusqu'à Excalibur, quoi, tu vois, qui au risque de plonger dans du kitsch, assume au moins jusqu'au bout, tu vois, ce côté légendaire, wagnérien, et en même temps réaliste, tu vois, cette espèce de mélange des deux, parce ça m'a fait penser, moi, un peu à Excalibur, avec ces espèces de moments où ça tombe un peu, où tu dis, oh, ça devient un peu kitschouille, là, quand même, là, ce que tu es en train de montrer, ça va pas super bien vieillir dans le temps. Enfin, moi, je pense qu'il y a des plans qui vont pas super bien vieillir dans le temps. Alors que chez Boorman, même 40 ans après, je trouve que ça passe hyper bien. Parce que justement, il y a une force d'évocation derrière, il y a tout le mythe du roi Arthur qui est sous-tendu derrière et qui resplendit vachement mieux que dans le film d'Eggers, justement. Il y a vraiment un côté mythologique qui va avec sa force visuelle qui, pour le coup, malgré quelques trucs justement un peu kitsch, les couleurs vertes, tout ça, les armures, qui en fait passent quand même admirablement bien le temps. Parce qu'il arrive à certains moments à quand même à presque toucher quelque chose de premier degré, mais profond. J'aime bien cette scène où Olga, donc Anya Taylor-Joy, ne veut pas se donner au roi, enfin qui n'est plus le roi en Islande, mais voilà, le chef de bande, et qui ne veut pas se donner. Elle a ses règles, et du coup, mais on sent quand même le côté un peu facile, et quand ça touche pas au bonhomme, ça m'intéresse moins. C'est-à-dire que ce plan-là, il le prend pas frontalement. Elle est loin, de l'extérieur de la maison. Exactement. On la voit pas vraiment, on voit à peine une tache de sang. Ce côté pudique. Mais oui, mais alors. Qui est pudique. Faut qu'il s'aligne partout, parce que là, là, placé, justement, comme la scène de sexe qui est très chromo, quoi, qui est vraiment la base de la scène de sexe dans l'entre-deux, dans la nature, où à chaque fois je me dis mais qu'est-ce qu'ils doivent se piquer les fesses avec des aiguilles de sapin. Moi, ça m'a fait penser à fond d'écran de Windows image elfique, quoi. C'était vilain, vraiment vilain. Et puis c'est la belle Anya qui est devant et le oui, beau. c'est une fanfiction érotique d'un coup. Franchement, ça dénote vraiment. Là aussi, il y a une part de naïveté en fait cinématographique à ces moments-là, je trouve, dans le film. Mais bon.
Si je peux me permettre une dernière phrase, moi je trouve que, moi il y a une partie par contre que j'ai bien aimé, j'aurais aimé presque que le film ça soit que ça, c'est l'histoire de la vengeance. C'est-à-dire comment est-ce que le mec il va foutre la trouille à toute la communauté en faisant croire qu'il y a des trucs fantastiques autour. Et là pour moi il y avait une vraie direction, une vraie histoire à raconter justement sur les dieux, la croyance. Je suis un psychopathe, je me mets à assassiner tout le monde, les gens commencent à se chier dessus parce qu'ils sont persuadés que c'est les dieux, machin, tout ça. Pour moi toute l'histoire finalement elle pouvait tenir, on pouvait commencer le film dans le village, en Islande, avec la voix off qui dit en 30 secondes j'étais le fils d'un roi, mon père a été tué, je vais me venger. On aurait pu commencer là-dessus et à mon avis on gagnait une demi-heure et le film il racontait la même chose pour moi. Voilà. Alors je suis un peu cruel, mais là c'est vrai que là, mais c'est vrai, hein. Je trouve que sur un film de ce niveau-là, quand même, un film qui a une prétention aussi forte, tu fais un peu gaffe à l'écriture, merde quoi. Enfin, c'est un peu la moindre des choses. Quoi. Merci, donc c'était The Northman, le nouveau film de Robert Eggers. Vous avez compris, un film coup-ci coup-ça, ou mi-con, mi-bon, mais plus con que bon quand même. Donc voilà, on va s'arrêter là, on va passer à un tout autre genre, mais on va continuer avec une petite pause musicale plus funky pour parler de Viking. En attendant Godard sur Syllab, donc c'était Los Lobos avec Viking. Vous voyez, c'est quand même un peu plus joyeux et chamarré que le film de Robert Eggers. Et sans aucun rapport, donc nous allons parler d'un coffret qui est sorti récemment chez Gaumont, donc consacré à des courts-métrages documentaire de Georges Franju. Il y en a 5 si je ne m'abuse. Il y a donc en 1950 En passant par la Lorraine, en 51 Hôtel des Invalides, en 55 À propos d'une rivière, encore en 55 Mon chien, et en 56 un documentaire sur le théâtre national populaire de Jean Villard. Il y en a un dernier sur le pont d'Avignon, qui est le tout dernier, c'est ça. celui qui est en couleur. Et le pont d'Avignon, c'est ça, en dernier, exactement, merci. Donc 5 courts-métrages documentaires qui sont des films institutionnels qui ont été commandés à Franju par différentes institutions, que ce soit le Parti communiste, la SPA, tout ça, ou Franju, donc ça commence juste après donc son documentaire Le sang des bêtes en 1948. Exactement. Donc il est commissionné par plusieurs institutions avant qu'il ne fasse ses films de fiction, donc notamment Judex, tout ça, donc pour aller filmer un peu partout en France diverses choses. Donc ça commence par En passant par la Lorraine, qui va nous montrer la rayante région de Lorraine et l'industrie de la sidérurgie de manière générale, le travail des travailleurs, tout ça. Donc sur le TNP, évidemment, ça sera sur le travail de Jean Villard avec ses comédiens, sur comment un peu fonctionne le théâtre en lui-même. Et dans ces différents films-là, donc Franju il avait déjà montré son savoir-faire de documentariste, mais plus que de répondre parfois réellement à la commande, il plonge, on en parlait un peu en off tout à l'heure, dans une cruauté du propos et une cruauté des images. En passant par la Lorraine, par exemple, donc qui nous montre comment fonctionne l'industrie en Lorraine, justement, c'est quelque chose de vraiment dramatique et de vraiment pas cool, qui est peut-être la pire pub faite pour la région Lorraine et puis pour les travailleurs, parce que pour le coup... C'est pire que Nadine Morano. Ah ouais, mais avec des images, moi, super avec bluffantes, des trucs que j'avais jamais vu, des de trucs en fusion, les trucs avec les gestes fusion, là, où ils prennent des espèces de boudins de fonte et ils les plient. Il y a vraiment des trucs très beaux. Il y a vraiment des images des très belles choses. Assez ouf justement de la France d'après-guerre qui tente de se reconstruire via son industrie, mais qui en même temps il fera aussi des films qui sont on va dire peut-être plus légers, comme à propos d'une rivière, alors que c'est quand même pourtant plus léger, sur la pêche industrielle, tu vois des poissons agonisés en gros plan, le chien, donc sur les chiens qu'on abandonne et qui vont finir littéralement dans des chambres à gaz pour chiens, enfin en tout cas pour animaux de manière générale. Donc ils sont quand même des films vraiment cruels et vraiment violents. Le plus marrant, c'est celui le plus soft, c'est celui sur Avignon. Sur le pont d'Avignon. Voilà, documentaire touristique. Mais sinon, tous les autres contiennent leur. C'est là qu'on sent le mec qui est attiré par l'horreur et par le fantastique. C'est marrant, hein, tu sens comment est-ce que dans le réel, il arrive à mettre en place des formules d'un réalisme horrifique. Voilà, de quelque chose qui dérive à certains moments vers le fantastique ou vers une certaine crudité qu'il y avait déjà dans Le sang des bêtes, et qui est la raison pour laquelle le film a été relativement célèbre à l'époque aussi. Oui, parce que le film est quand même très violent. Parce qu'il est cash, en fait. C'est un film qui est cash, quoi. Voilà. Thibaut. Oui, alors moi j'ai eu l'occasion de n'en voir que 2. Moi, ce que j'apprécie chez Franju, dans les courts-métrages de Franju, c'est que c'est un mec qui malaxe, il malaxe le genre documentaire, il malaxe la commande pour livrer sa vision humaine, qui est d'un pessimisme hallucinant. Alors moi j'ai vu que Mon chien et Hôtel des Invalides. Alors autant Hôtel des Invalides, on voit le propos. C'est un film à montrer
Et qui est plus pour pédagogique. tous les partisans de Zemmour, Rassemblement National et compagnie, ou même Macron, tout ça machin, ou comment en fait il malaxe, ou en fait non, il pulvérise le roman national pour montrer ce que c'est la réalité de la guerre, avec des espèces de, il y a des raccords qui sont hallucinants sur des gueules cassées, sur des corps cassés, qui montrent que voilà, un film de premier abord, bien entendu antimilitariste, enfin de premier abord implicite, bien entendu antimilitariste, mais surtout une pulvérisation de ce qu'est la France et comment elle se croit belle. Donc ça, c'est absolument hallucinant. Et surtout, Mon Chien, qui est un film missionné, donc produit par une boîte de prod affiliée au Parti communiste de l'époque, qui est un film contre l'abandon des chiens et qui termine, point Godwin, qui termine sur une vision de ce qu'a été l'Holocauste qui est sidérante en fait, où on voit que Franju était littéralement traumatisé par la guerre, et voilà, de cette manière de défoncer le documentaire de commande pour en faire quelque chose d'une noirceur absolue, moi je trouve ça absolument admirable. Puis tu vois qu'en plus c'est un truc qui va nourrir ces films de fiction oui, après, bien entendu, que ce soit Les Yeux sans visage qui vient de ressortir chez Le Chat qui fume d'ailleurs récemment, qui est aussi matrice du cinéma fantastique, une matrice du cinéma fantastique français, effectivement, et qui en termes d'horreur et de prise de contact avec le réel est quand même assez folle, mais que ce soit même avec les Judex ou d'autres films qu'il fera après, il y a quand même cette volonté de montrer toute la cruauté du réel, presque dans un versant presque nihiliste finalement. C'est vrai, Franju, il y a quand même peu de portes d'espoir. Non, mais Franju, on parle beaucoup du Sang des bêtes, beaucoup des Yeux sans visage, à raison, bien entendu, parce que ce sont deux films qui sont très importants dans le cinéma français d'après-guerre, mais en fait toute son œuvre et tout ce qu'on peut voir en fait montre que c'est un cinéaste réellement important en fait. Et ça, ce coffret là, donc au total je crois qu'il y a 1h40 de film au total. 2 heures. 2 heures, okay. J'ai vu 1h36 sur le site, bon bref, passons. Montre que en fait on peut se plonger dans une filmographie qui est absolument passionnante. Formellement, il y a des choses qui sont très intéressantes. Mon Chien, le commentaire est écrit par Prévert. Oui. Hôtel des Invalides, c'est lu par Michel Simon. Donc il y a aussi des grands noms. Il y a de la musique, il y a Maurice Jarre à la musique. Il y a Maurice Jarre également. Il y a André Auder. Il y a des grands Cosma, noms. Enfin voilà, on sent s'allie pour une noirceur humaine post Seconde Guerre mondiale qui est absolument fascinante. Qui est pas si loin que ça du réalisme poétique finalement, parce qu'en fait, il met beaucoup de fiction notamment dans ses films. En tout cas, moi dans Mon Chien notamment. Il y a beaucoup de scènes de reconstitution et qui ont souvent à voir avec les classes populaires, avec la vie quotidienne des classes populaires. Donc là, on sent bien une filiation. Faut pas oublier que Franju, c'est quelqu'un qui est pas actif, qui commence sa carrière de réalisateur après la guerre, mais qui est en fait quelqu'un qui s'intéresse au cinéma depuis très très longtemps. C'est un des fondateurs de la Cinémathèque avec Langlois, avec qui était très très pote. Né à Fougères d'ailleurs. Né à Fougères, né à Fougères, tout à fait. Fougeret, voilà. Comme quoi. Bretagne produit toujours on a toujours des bons produits en Bretagne. Mais chauvinisme mis à part, moi ce que j'ai trouvé, c'est toujours intéressant de regarder un programme de court-métrage d'un même auteur, parce que ce qui lui, je sais pas jusqu'à quel point ça lui apparaissait lui pendant qu'il faisait ça, mais on se rend compte qu'il y a des trucs qui reviennent tout le temps. L'obsession de la guerre, t'en as parlé, c'est-à-dire que même, il me semble que même, je crois que c'est dans à propos d'une rivière, un simple plan qui passe avec un vélo qui passe devant un monument aux morts. Et c'est à nouveau un rappel de ça, quoi, des massacres infinis. Et du coup, il y a aussi quelque chose, moi, qui m'a beaucoup étonné, enfin, qui m'a pas étonné, mais qui finalement était déjà dans Le Sang des bêtes. C'est à la fois une espèce de fascination pour l'ingéniosité humaine, les machines, comment ça fonctionne, les techniques de pêche, voilà, des trucs comme ça. Et en même temps, quelque part, une forme de, je sais pas si c'est de la conscience, mais une forme de conscience de ce que ça implique en termes de rapport avec le vivant. Et il y a aussi, il y a à la fois cette fascination pour l'ingéniosité humaine, et il y a ce côté très élégiaque dans tous ces films. C'est-à-dire, dans tous ces films, il y a un moment, il y a de la nature. On va filmer l'eau, on va filmer la forêt, on va filmer le ciel. Et il y a cette idée d'une espèce presque d'une notion de paradis. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, de paradis perdu. C'est-à-dire ce sentiment d'un monde qui est encore préservé, qui est le monde de l'après-guerre en France, mais qui est déjà en train d'être détruit. Et en fait, je sais pas, et ça je pense pas qu'il en avait conscience, mais en fait Franju, dans tous ses films, filme une France qui est en train de disparaître. Il est en train en fait de filmer
Les derniers soubresauts. Voilà, les derniers soubresauts de cette espèce de France traditionnelle qu'on voyait justement dans les films des années 30. De France un peu rêvée aussi. De France un peu rêvée, de Baluche du samedi soir, de Parties de pêche. De films de Duvivier ou de Renoir des années 30. Exactement. Et en fait, quelque part, il introduit dans cette... En fait, il prolonge, c'est pas qu'il introduit, en fait, il prolonge une forme de cruauté qu'il y avait aussi chez Renoir. Qu'il y a aussi chez Renoir, qu'il y a aussi chez Duvivier. Et simplement, lui, il la transfère, il la développe d'une cruauté, on va dire, dramatique à une cruauté qui est purement horrifique. Et je pense notamment aux techniques de pêche, justement, où il dit, le commentaire dit, les techniques de pêche, c'est super fort, c'est génial, on peut attraper des saumons. Et en même temps, il s'arrête pas de dire que les techniques sont, celle-ci est particulièrement mortelle, et il y a toute la conscience que le saumon, il a remonté des kilomètres. Voilà, celle-là est sanguinaire et tout. Avec le chien, c'est pareil. Et il va jusqu'au bout de son propos à chaque fois. Et il se cache pas. Voilà, c'est ça moi que j'aime bien chez lui, c'est comme dans Le Sang des Bêtes, il se cache pas derrière son petit doigt. Il nous dit pas c'est bien ou c'est mal. Il nous dit c'est à la fois ingénieux, c'est très humain, et en même temps il y a une part de cruauté dans l'activité humaine. Que ce soit l'industrie, que ce soit la pêche, que ce soit les abattoirs, que ce soit les abandons de chiens ou autre chose. Et puis il y a aussi de la beauté avec le TNP, avec Avignon, avec les monuments, etc. Ouais, on n'a pas trop le temps de développer, désolé. Mais si, on a le temps, allez, on s'en fout, on prend 1 heure en plus. On continue. Donc on va devoir s'arrêter là. Donc c'est le coffret des courts-métrages documentaires de Franju, réédité récemment chez Gaumont. On va passer au coup de cœur. Tout à coup, Jean-Michel Mimosé... C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette... C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Les coups de cœur, carrément florés. Moi, coup de cœur, un album de musique, ça va être Oui, le dernier album en date de Arcade Fire, merveille pop, avec notamment une chanson Lookout Kids, déclaration d'amour d'un père à son fils qui me bouleverse. Oui, il m'en a parlé les larmes aux yeux il y a 2 semaines. J'ai dû l'écouter 25 fois et oui, j'ai pleuré. On n'a pas le temps de faire le point sportif, mais un très gros week-end en tout cas, Thibaut. Super, bravo Romain, allez on y croit. Et bravo Rennes, allez. Voilà, c'est bon, merci. Il y a d'autres bravos à faire, il y a d'autres bravos, non ? Non, c'est bon. Justine. Oui, c'est 2 films de Moki que je suis allée voir lors de la rétrospective au TNB. La Cité de l'Indicible Peur, génial, La ça. Grande Frousse aussi. La Grande Frousse en titre original, ouais. Et également Un drôle de paroissien avec génial, Bourvil. Et je trouve que c'est vraiment 2 films absolument formidables dont on parle assez peu. Oui, je pense qu'on reparlera et Moki, de Moki généralement assez peu. Et là, c'est pris un plaisir vraiment. Les Moki avec Bourvil sont. Enfin, moi, je trouve que c'est plutôt le haut du panier chez Moki. Et la Cité de l'Indicible Peur, il y a un travail sur le langage qui est complètement. Enfin, sur les tics de langage notamment qui sont absolument incroyables. Quoi, voilà. Merci Justine. Donc Docteur. Donc moi ça sera un groupe de black metal que j'ai découvert vendredi, black metal psychédélique que j'ai découvert vendredi soir à Lubu, qui s'appelle Oranzi Pazuzu. Oranzi Pazuzu. Voilà. Et donc c'est vrai que voilà, j'avoue que Pazuzu, tout de suite ça titille mon âme de fan de William Friedkin. Et c'était plutôt pas mal effectivement, dans le style chant black metal, les musiques tantôt très cracrin, tantôt plus lyriques, mais des Finlandais, et c'était de très bonne tenue. Voilà. Alors même malgré que c'était une découverte totale pour moi, mais une découverte de très bonne tenue. Exactement, je confirme. Donc sinon, moi, ce sera 2 choses. J'ai revu ce week-end Die Hard with a Vengeance, Une journée en enfer de John McTiernan, qui est toujours un de mes films préférés au monde. C'est un des meilleurs films d'action de la Terre. Chef-d'œuvre absolument parfait. Et sinon, ce sera aussi un nouvel album de Leila Makala, Breaking the Thermometer, donc une chanteuse américaine, mélange de folk et blues avec une voix absolument magnifique. L'album est sorti il y a quelques semaines. Donc voilà, merci messieurs, merci madame, merci docteur d'avoir supplé à la technique. Nous retrouverons Valentin la semaine prochaine et nous parlerons notamment de punk à roulette et de skateboard, et normalement, si tout va bien. Voilà. Donc voilà, merci à tous. Ressortez vos Vans et vos baggies. Exactement. Excellent, je vais mettre mes nouvelles Vans, très bien. Prochaine émission. On fait pas de pub, hein. On ne dit pas de pub. Sinon, vous pouvez mettre vos New Balance ou vos Adidas ou vos Converse. Arrête, là, tu viens déjà de toucher 10 000 €, là, rien qu'en prononçant ces 3 phrases. Là, quand c'est une marque, il faut citer plusieurs marques. Ouais. Comme ça, il n'y a pas de problème avec la concurrence. On se retrouve donc la semaine prochaine. Prochaine émission, prochaine édition. Ciao, bonsoir. Salut. Bonsoir.